Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 3 des Pégaseries. C'est super cool de pouvoir vous parler entre les épisodes et d'avoir de vos retours. Vous êtes souvent soit des amis marketeurs, soit des jeunes Jedi au tout début de votre aventure entrepreneuriale, soit, et pour pas mal d'entre vous, simplement des fans de jeunes et faibles, maghrébins et charismatiques. Mais j'ai eu aussi pas mal de débats et j'adore ça parce que ça suscite des débats avec des entrepreneurs tech qui me demandaient comment les concepts dont on parlait, qui peuvent être parfois ceux de marque et de brand love et de différenciation, peuvent être assimilés dans leurs industries qui sont plus techniques, peut-être un peu moins sexy. Donc on fera probablement un épisode sur ça, mais si vous êtes un entrepreneur tech, restez dans cet épisode qui risque de vachement vous parler. Même si on va parler de communication politique, en fait, on va prendre l'histoire, on va analyser la com politique d'Emmanuel Macron pour se rendre compte qu'il a usé des mêmes méthodes qu'userait un marketeur dans une industrie tech, en fait, dans n'importe quelle industrie, pour la disrupter complètement. Parce que de quoi Emmanuel Macron est-il le nom, si ce n'est celui de la disruption? Si on fait un petit topo politique en France, Emmanuel Macron s'inscrit dans la tradition de la Ve République parce que c'est, comme le disait le général de Gaulle, la rencontre d'un homme et d'un peuple. Pourtant, si on regarde ce qui s'est passé depuis la Libération, il y a toujours eu une, deux, parfois, et c'est très rare, trois forces politiques en présence. Mais on peut tous s'accorder à dire que le bipartisme était un invariant de la vie politique française depuis la Libération, entre les gaullistes et les communistes, entre la droite et la gauche ensuite. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais bougé. Et pour arriver et disrupter comme ça la France, la France qui est un pays dont on peut parfois penser que c'est plutôt conservateur, en tout cas pas politiquement, mais sur les mœurs et sur la méthode, je trouve que c'est super intéressant et que c'est des méthodes qui peuvent aussi vous intéresser à vous, quelles que soient vos industries, mais vous aussi, entrepreneur tech, je pense que vous arrivez dans des industries où parfois ce sont des commodités, parfois elles n'existent pas encore, ce sont des blue ocean. Et le parcours d'Emmanuel Macron est super parlant, mais on va rentrer un peu dans le détail. Si on refait un peu l'historique d'Emmanuel Macron, c'est d'abord un fonctionnaire. Il est secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge des questions économiques sous François Hollande. Vous voyez d'ailleurs, on fait des parallèles toujours entre les épisodes. L'épisode précédent, on parlait de l'eau qui est inodore, incolore et sans goût. Cette fois-ci, on parle de François Hollande, donc on reste toujours dans le même thème. C'est absolument pas une opinion politique, je pense que c'est unanimement partagé ce que je viens de dire. Et il le conseille en fait sur sa politique économique. Et donc il est au cœur du château, au cœur de l'Élysée, et il voit les process et surtout il conseille l'un des présidents les moins capables d'arbitrer de l'histoire de la Ve République. Et il se rend compte qu'en fait on peut bouger les choses beaucoup plus si on s'affranchit de certains poids, et particulièrement du poids des administrations et des carcans de certains partis politiques. Parce que, rappelons-le quand même, François Hollande a été pris au piège par ce qu'on a appelé les frondeurs, une partie de la gauche du Parti socialiste, qui ne l'a absolument pas laissé mettre en place son programme tout le long de son quinquennat. Il a eu une opposition dans sa propre majorité. Donc c'est quelque chose qui est assez peu commode. Mais il a dû faire face à ça et Emmanuel Macron était le témoin privilégié de tout ça puisqu'il a ensuite été membre du gouvernement. Gouvernement où, rappelons-le, il a eu sa loi éponyme, la loi Macron, qui a ensuite été suivie de la loi El Khomri et certains insiders le savent et si vous êtes amateur de la chose publique française, vous le savez, la loi El Khomri devait d'abord être en fait la loi Macron 2 et c'est Manuel Valls qui a compris que son ministre de l'économie commençait à prendre un peu trop de place et qui s'est dit qu'en fait c'était peut-être une bonne idée de donner la patate chaude à quelqu'un d'autre, d'envoyer quelqu'un d'autre au devant de la scène. Mais surtout, Manuel Valls, dans sa rivalité à Emmanuel Macron, lui a fait un vrai coup tordu en obligeant le gouvernement à faire passer la loi Macron par le 49.3, donc en s'affranchissant du vote de l'Assemblée et en la faisant passer de force en prenant la responsabilité du gouvernement. Et c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron voulait absolument éviter. Et il avait réussi en fait à avoir certains soutiens, même chez les Républicains, alors que même que les Républicains étaient dirigés par le génial Nicolas Sarkozy, et certains députés étaient prêts à s'affranchir de son commandement pour voter la loi Macron.
Et donc, en fait, si on fait un vrai focus comme ça sur la loi Macron, c'est parce que, à mon sens, c'est la première concrétisation de ce qui sera plus tard le macronisme, le ni-ni. Et encore plus loin, le et. Elle n'était pas ni de droite ni de gauche, cette loi. Elle était et de droite et de gauche. Elle était bonne. C'était la loi du bon sens. Mais bon, on ne va pas rentrer dans de la politique politicienne. On va aller un peu plus vite vers la conquête du pouvoir. Et on fera peut-être une autre vidéo pour l'exercice du pouvoir. Mais en fait, c'est toujours la même chose. En politique, on dirait la conquête et l'exercice. En business, on dirait du storytelling et le story doing. Je suis désolé parfois de me répéter, mais dans toutes ces vidéos, je vais faire le pari de la cohérence et donc je vais parfois peut-être être obligé d'avoir les mêmes mots à défaut de trouver des synonymes plus intéressants. Et si on revient à la conquête du pouvoir macronienne, on se rend bien compte que c'est la première chose qu'il fait et qui va faire durer tout du long, c'est de ne pas proposer de programme. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il s'inscrit exactement dans cette nouvelle tradition de marketeur dont on parle. Il s'intéresse au pourquoi, il s'intéresse au consommateur. Il n'a pas de produit. Tout ce qu'il vend, c'est lui. Et dans le business comme dans la politique, et ce depuis Albert Einstein, plus rien n'est absolu. Tout est relatif. Et donc il ne se construit que par rapport à son prédécesseur. Et celui qui était son plus gros poids, François Hollande, devient en fait son idiot utile, puisqu'il se construit à l'inverse de François Hollande. Ce qu'avait fait d'ailleurs François Hollande en se construisant à l'inverse de Nicolas Sarkozy, qui était l'hyper-président. François Hollande s'est présenté comme le président normal. Et on revient avec un Emmanuel Macron qui est très à l'aise dans les ors de la Ve République et qui se présente comme la modernité. Or, c'est une rupture, comme la modernité, comme une rupture complète avec la tradition politique, alors qu'on voit bien qu'il n'a eu de cesse de passer de la modernité au conservatisme. On voit bien son entrée, son entrée le jour de la pyramide du Louvre, le jour où j'allais presque dire où il est sacré président, tellement l'ambiance était bonapartiste ce jour-là, et qu'on pouvait voir à quel point Emmanuel Macron voulait représenter quelque chose. On est dans les symboles, on est clairement dans les symboles européens, puisque c'est l'hymne à la joie qui sert d'hymne européen, qui accompagne ce mouvement d'Emmanuel Macron, symbole mitterrandiste évidemment, avec cette marche en solitaire, cet éclairage et cette mise en scène très soignée. Ce sont des images fournies par l'équipe du candidat. Emmanuel Macron marche symboliquement vers son destin. Dans sa conquête du pouvoir, on voit aussi la stratégie extraordinaire. Il propose un nouveau souffle, il propose un nouveau pacte aux gens, et peu à peu, quand il commence à s'effriter dans les sondages, quand il commence à ne plus trouver de débouché commercial, on dirait, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'allie à François Bayrou. En fait, pour une start-up, c'est exactement comme si vous étiez dans un train dossier, que vous aviez un gros acteur qui a une plus grosse valorisation que vous, mais qui est sur un train de baissier, que vous le rencontrez au même moment. Et finalement, c'est vous qui l'achetez. C'est vous qui faites cette fusion ou cette acquisition et pas le contraire. Et c'est ce qui lui a permis de remonter tout de suite dans les sondages. On avait un petit mou et il est venu le crédibiliser. Imaginez que vous soyez une start-up et que vous ayez la chance d'acheter une grosse marque de quelque chose qui est de plus en plus vieux, mais qui est super crédible. On pourrait par exemple prendre le cas très concret d'Amazon. Donc Amazon, plutôt la partie Prime et vidéo, qui a récemment racheté les studios MGM. Je ne suis pas sûr que MGM soit quelque chose de vieillot, mais ça vient crédibiliser l'ambition d'Amazon. Et bien là, c'est ce que fait Emmanuel Macron en rachetant François Bayrou, puisqu'il a un prix, François Bayrou. Comme tous les hommes politiques du centre, il peut être un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Et lui, son prix était certaines circonscriptions et certains ministères un peu plus tard. Mais donc, on voit bien que vous, entrepreneur tech, c'est aussi une démarche qui peut vous intéresser. Quand votre marketing s'essouffle, c'est que votre storytelling est à bout et qu'il faut passer au story doing. Alors, dans le cas d'Emmanuel Macron, ça lui a coûté quelques circonscriptions. Dans votre cas, on parlera peut-être de certains milliards. Je vais bien avouer qu'il y a un gap entre les deux. Mais c'est pour ça que je disais qu'on peut créer un parallèle entre les deux conquêtes. Et puis, surtout, on voit comme Emmanuel Macron a usé tous les stratagèmes du marketing moderne. Il a un storytelling énorme, il a mis en scène sa famille. Brigitte est devenue l'un des personnages principaux de cette histoire.
On l'a vu beaucoup devant de la scène. On l'a vu faire des slogans qui ressemblaient presque pour les initiés à certaines conférences de Tony Robbins ou des motivateurs qui existent, qui sont devenus des coachs de vie. On voyait des gens, il a eu une force. Et c'est un éditorialiste, Eric Nolot, qui a dit ça une fois, que j'ai trouvé très juste. Lui, personnellement, a commencé à croire en Emmanuel Macron quand il a vu des gens qui ne s'intéressaient plus à la chose publique, des abstentionnistes, revenir à la politique pour lui. Je crois que c'est ce qu'on appelle une brand love. Les gens s'intéressent à un sujet qui ne les intéresse absolument pas normalement parce que c'est Emmanuel Macron. Le programme est arrivé en bout de course puisqu'on s'intéressait toujours à ce que lui représentait. Le renouveau, la fraîcheur, la fin du bipartisme, le début du bon sens. Et quand vous sortez d'un quinquennat qui a été aussi turbulent que celui de François Hollande, c'était la bonne méthode. Ils diront, toute l'équipe d'Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs très intéressant aussi, et sur la méthode du marketing, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on peut souligner. Il avait une toute petite équipe Emmanuel Macron d'une dizaine de personnes que la presse ensuite surnommait les Mormons, puisqu'ils étaient très sectaires et toujours entre eux. C'est aussi super, super, super important quand vous êtes dans la conquête de votre marché. Soyez dans des équipes, et là je parle de votre organisation interne, soit vous faites appel à une agence créative comme celle-ci, soit vous restez dans quelque chose de super, dans un noyau super dur. Eux, ils étaient une dizaine, donc ils sont bien plus agiles, ils peuvent tenter des choses. Plus vous êtes, plus les choses prennent de temps. Alors oui, ensemble, on va plus loin, mais dans des démarches telles que les vôtres, entrepreneurs tech ou jeunes politiques ambitieux, ce qui est important, c'est la rapidité. C'est pas que tout soit bien fait, c'est que tout soit fait vite. Et s'il faut faire des erreurs, puisque vous allez en faire de toute façon, faites-les le plus vite possible. Et je parle d'erreurs marketing et d'erreurs stratégiques, évidemment. Donc, dans cette conquête du pouvoir, j'allais dire ses marketeurs, mais son équipe dira on a commis le casse du siècle, mais on connaissait bien le propriétaire et il nous avait laissé les plans. Et c'est ce que j'essaye de faire avec toutes ces vidéos pour vous, jeunes marketeurs et jeunes entrepreneurs. J'essaie de vous faire connaître au mieux le propriétaire et de vous donner tous les plans. On est toujours à Bruxelles, on est toujours dans nos bureaux chez Raco. Je suis toujours Yassine Rafik et j'approuve ce message.